l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'attends rien. je n'attends rien. Mais c'est quand même une épée de Damoclès pour Oui, vous. mais moi, je n'ai aucune épée de Damoclès parce que je n'espère rien. Je n'ai jamais braqué une banque. Je n'ai jamais braqué aucune banque. Ici, la BCAO a été braquée, mais on connaît les braqueurs. La BCAO a été braquée. La BCAO Mans, la BCAO Boaké, la BCAO Korogo ont été braqués. Par les rebelles, donc. Ah oui, par les rebelles. On le sait. Et puis, c'est Gbagbo qu'on condamne à 20 ans. Moi, je ris. Je ris et je dis que c'est une mauvaise plaisanterie. Une plaisanterie de mauvais goût. Mais vous voulez... ça fait presque 40 ans, vous aviez fondé le Front populaire ivoirien. Est-ce que la création de ce nouveau parti, c'est un petit peu une déchirure ou pour vous, c'était nécessaire pour tourner la page? C'est toujours une déchirure quand on est obligé de recommencer quelque chose. Mais il fallait. Il fallait parce que, à mon retour, je ne reconnaissais plus le parti que nous avions créé depuis longtemps, depuis 1982. Et il fallait reprendre les mêmes idées, la même force, la même dynamique pour l'injecter dans un nouveau parti. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, est-ce que le nouveau parti, c'est le FPI, mais avec un nom différent, ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que, évidemment, 40 ans ont passé, les idéologies ont changé. Les temps ont changé. On ne peut pas être en 2021 ce qu'on était en 1982. Les temps ont changé, les circonstances aussi. En 1982, il y avait le parti unique. Donc c'était la lutte principale, c'était de briser le parti unique. Aujourd'hui, la lutte principale, c'est autre chose. Mais c'est la même fougue, c'est la même orientation, ce sont même pour beaucoup les mêmes hommes, et nous avançons. Alors, j'ai écouté votre discours, je l'ai trouvé très panafricaniste. Alors, c'est vrai que le nom du parti l'évoque. On vous a entendu dans le passé, certains ont dit que vous aviez un discours nationaliste, choses comme ça. Est-ce que ça aussi, c'est une volonté, parce que vous pensez que l'Afrique doit s'unir et qu'il ne peut pas y avoir que des chefs de village, comme vous les avez appelés, qui gèrent leur micro-État? Oui, c'est vrai que l'Afrique doit s'unir. Mais je donne toujours l'exemple des États-Unis. Au moment où les États-Unis se libéraient du joug colonial, ce qu'on appelait la guerre de libération, ils étaient 13 au départ, 13 États. Mais ensemble, 13 États aujourd'hui, ça fait la CEDEAO pratiquement. Mais ils ont continué à s'agrandir. Ils sont aujourd'hui plus de 50 États dans un seul pays. Et ils sont puissants. Regardez tous les pays qui sont puissants dans le monde. Ce ne sont pas des micro-États comme nous les avons en Afrique. Donc il arrive un moment, comme Nkrumah avait été le précurseur en écrivant «L'Afrique doit s'unir», et c'est maintenant que j'ai observé qu'il avait fait ses études aux États-Unis et qu'il avait étudié l'histoire américaine. Donc il est temps que les Africains commencent à s'unir véritablement au lieu de juxtaposer les micro-États. Vous
imaginez en héritier de Kwame Nkrumah? Donc, je ne suis pas un héritier de Kwame Nkrumah, mais Kwame Nkrumah a mis ses idées sur la place publique. Les adopte qui veut. Et moi, je les adopte, ces idées-là. Mais est-ce que vous allez quand même vous occuper des problèmes des Ivoiriens, que ce soit la santé, l'éducation, les infrastructures, ou est-ce que vous avez cette vision panafricaniste parce que vous êtes un parti d'obédience socialiste et donc c'est quand même votre priorité? Mais bien sûr, en politique, on ne fait pas une seule chose. On fait plusieurs choses. Sur les problèmes de santé, d'éducation, j'ai eu à m'exprimer, j'ai eu à gouverner, j'ai commencé une politique. Au niveau de la santé, il est impérieux de mettre sur pied l'assurance maladie universelle. Nous avons voté la loi Owoshi-Clotilde existe. Et dès que nous l'avons votée, quelques semaines plus tard, la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. C'est tout dire. Nous avons l'éducation nationale. Nous avons prôné l'enseignement gratuit et nous avons commencé à le faire. Nous avons fait faire les livres que nous distribuions aux élèves de l'école primaire, qui les gardaient et qui les rendaient à la fin de l'année scolaire. Nous avons fait tout ça. Et vous allez continuer à le faire? Ah oui, bien sûr. Si nous étions aux affaires, nous allions continuer à le faire. Donc, là-dessus, les Ivoiriens nous connaissent. Ils savent. Vous n'avez pas changé? Non, mais on ne change pas ce qui est bien. Au Congrès, il y avait une absence qui a été remarquée, Oui. celle de Simone Gbagbo. Oui. Est-ce que ça signifie clairement qu'il y a désormais un divorce politique ou est-ce que vous espérez qu'elle pourrait rejoindre votre mouvement? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Moi, je vais. J'avance. Je vais devant. Un parti, c'est ainsi fait. Appartient au parti celui qui adhère. Si elle adhère. Vous l'espérez peut-être quand même? Oui, mais on espère que tout le monde adhérera. On espère toujours, quand on crée un parti, que tout le monde adhérera. On sait très bien que tout le monde n'adhérera pas, puisque ce serait un parti unique. Mais celui qui adhère est membre. Alors parmi les comptes à solder, il y a le dossier des prisonniers. Oui. Vous lui avez soumis une liste, je pense, de 110 noms. Une bonne partie ont été libérés, mais pas tous, civils et militaires. Et il y a le retour des exilés. Est-ce que vous espérez qu'il va répondre à vos doléances à ce sujet? Oh ben j'espère. J'espère. Quand on pose des problèmes sur la table, on espère qu'on aura des réponses. Donc, je souhaite que ces dossiers-là soient réglés et que Au plus vite. Au plus vite. Et que les prisonniers soient libérés et que ceux qui sont encore à l'extérieur reviennent, etc. J'ai entendu dire que lors de cet entretien du 27 juillet, vous avez abordé avec le président le cas de Guillaume Soro, Oui. que vous avez plaidé pour qu'il puisse revenir, mais que le président vous a opposé un refus catégorique. Vous confirmez? Non, vous avez mal entendu. J'étais pas là, mais Oui, mais vous avez entendu. Celui qui vous a parlé a mal parlé. Alors racontez-nous, Monsieur le Président. Non, je n'ai rien à raconter. Je sais qu'on a discuté de beaucoup de cas, dont celui de Guillaume Soro, et il n'y a pas de non ou de oui. C'est même le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Donc, vous souhaitez son retour? Oh, mais bien sûr, je souhaite que la Constitution soit appliquée. Dans notre Constitution, on dit que nul Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Je crois que c'est ça que dit la Constitution. Je souhaite qu'elle soit appliquée. Parce que si nous avons écrit ça dans la Constitution, si les constituants l'ont écrit, ça correspond à beaucoup de choses dans la tête des Ivoiriens. Voilà. Alors, il y a une autre
un autre sujet, vous l'avez abordé dans votre discours de clôture au Congrès, c'est votre condamnation Oui, à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale oui, des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez oui. cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'entends rien. Je n'entends rien. Mais c'est quand même une épée de Damoclès pour Oui, vous. mais moi, je n'ai aucune épée de Damoclès parce que je n'espère rien. Je n'ai jamais braqué une banque. Jamais. Je n'ai jamais braqué aucune banque. Ici, la BCAO a été braquée, mais on connaît les braqueurs. La BCAO a été braquée. euh, la BCAO Mans, la BCAO Boaké, la BCAO Korogo ont été braqués. Par les rebelles, donc. C'est ce que vous... Ah oui, par les rebelles, on le sait. Et puis, c'est Gbagbo qu'on condamne à 20 ans. Moi, je ris. Je ris et je dis que c'est une mauvaise plaisanterie. Une plaisanterie de mauvais goût. Mais vous voulez qu'elle cesse? Vous dites? Vous voulez que cette mauvaise plaisanterie cesse? Oui, mais moi, je ne demandais rien. J'ai dit que c'était une mauvaise plaisanterie, point. Bon, maintenant, si elle ne cesse pas, bon, je suis habitué aux prisons, je suis habitué aux privations de liberté, je suis habitué à tout ça, mais on ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible. C'est ça. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes exprimé, enfin on a tous compris, Oui. c'est ce projet dont on parle de mettre une limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. Ça a déjà existé dans la Constitution de 2000. Cette limite avait été levée lors de la dernière réforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rétablir, ce qui ferait que Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédier et vous-même ne seriez pas en mesure de vous présenter, si vous le souhaitez, à une prochaine élection présidentielle. Vous êtes contre? Cher ami, sur ce point-là, il faut que je sois très clair. Houphouët-Boigny est mort en 1993, décembre 1993. Et quand il y a eu le coup d'État de décembre 1999 contre Konan Bédié, la Constitution a été suspendue, tous les tralala des coups d'État. Et les constituants, là encore, ont rédigé une constitution, mais avec une erreur que nous avons tous commise. On a mis l'âge limite pour se présenter comme candidat à 75 ans. Et nous avons tous applaudi. Moi aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai applaudi. Mais on se trompait. On se trompait parce que Houphouët-Boigny avait régné sur la Côte d'Ivoire depuis 1945. Il a été élu député à l'Assemblée française, à l'Assemblée nationale française en 1945. Et il était le numéro 1. Il est resté le numéro 1 jusqu'en 1993. Donc les gens étaient un peu fatigués. Mais l'erreur a été commise sur l'interprétation de cette fatigue. On a cru que c'était l'âge du fouet qui posait le problème. Alors que ce n'était pas l'âge. C'est la durée de son règne qui posait le problème. Et quand on a réfléchi après, on s'est rendu compte que des pays comme les États-Unis, maintenant la France, parce qu'au début, la France, il n'y avait pas de limitation de mandat, on s'est rendu compte qu'il faut limiter les mandats dans un régime présidentiel et présidentialiste comme celui que nous avons, et non pas l'âge. Donc vous êtes contre? Donc je suis contre. Le président Ouattara semble y être favorable. Ça, c'est moi que vous interrogez maintenant. Oui. Voilà. Donc, je suis contre. Et
Parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer. Non, je trouve que c'est ringard. Je trouve que c'est ringard. Dans un pays civilisé où on est bien élevé, on ne limite pas, on ne limite, on ne limite pas les candidats par leur âge, à cause de leur âge. Joe Biden est plus vieux que moi. Hein? Joe Biden est plus vieux que moi. Puis il y a des pays où des vieux, et Joe Biden est plus vieux que son prédécesseur. Et c'est le plus vieux qui a été élu, pas le plus jeune. Et ici même, interroger les gens, qui est le chouchou des jeunes? Faites un sondage et vous verrez. C'est qui? Non, j'ai dit faites un sondage et vous verrez. Vous avez dit dans votre discours deux choses. Vous allez dire, je ferai de la politique jusqu'à ma mort. Bien sûr. C'est moi et moi seul qui vais décider sous quelle forme. Et après... Mais je refuse que quelqu'un d'autre décide pour ma vie. Je refuse ça. Et ça, c'est peut-être parce que je refuse cela que j'ai fait cette carrière politique-là. Je refuse. L'homme du refus. Alors, vous avez évoqué la question des mandats présidentiels. Oui. C'est un sujet de controverse ici en Côte d'Ivoire, mais au-delà, on va commencer par ici. Oui. Alassane Ouattara s'est donc présenté pour un troisième mandat. Il avait indiqué qu'il ne le voulait pas et que c'est suite au décès par maladie de son dauphin désigné Amadou Coulibaly qu'il a été forcé à le faire. Pour vous, il a violé la Constitution? Lui affirme que non. Oh, je ne parle pas du décès d'Amadou Gon, que je connais, qui a été mon ministre. Bien sûr. Mais je pense que le problème en Afrique, on ne respecte pas les textes qu'on écrit. En Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, les textes, on a l'impression qu'on écrit des textes pour imiter les Occidentaux, pour les imiter. Sinon, pour agir, on agit comme on veut. Mais je ne suis pas dans cette logique, moi. Quand on écrit quelque chose, quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi, il faut la respecter. Oui, mais vous connaissez l'argument, on change de constitution, on remet les compteurs à zéro. Oui, mais c'est justement tout ça qui est ne pas respecter la loi. Donc Alassane Ouattara n'a pas respecté. Oui, oui, mais à quoi ça sert aujourd'hui de le dire? Alors, ça sert de le dire parce que vous avez parlé de la raison. Et je vais quand même vous poser une question. Vous avez cité des exemples, on va y venir. Mais est-ce que, fondamentalement, est-ce que ces histoires de limitation de mandat qu'on fait sauter, remettre à zéro, est-ce que ce n'est pas un poison pour la démocratie en Afrique? Mais je vais dire une chose, je vais vous dire une chose. Parce que ça encourage les coups d'État, Moi, d'une certaine façon. Moi, je suis pour la limitation des mandats à 2. Je suis pour Point ça. final. Bon, mais les gens ne sont pas obligés d'être pour la limitation des mandats. Il y a des pays où on ne limite pas les mandats. Et donc, écoutez, la chancelière allemande, elle a fait 16 ans. Elle a fait 16 ans. Non, mais dans les pays où il y a une limitation... Excusez-moi. Pardon. Qui le lui reproche? Personne. Parce qu'elle n'a rien violé. Elle n'a violé aucun texte. Ici, ce qu'on a reproché à Houphouët-Boigny, ce n'est pas d'avoir fait 33 ans de présidence. C'est d'avoir fait le parti unique. Vous comprenez? Mais sinon, lui n'avait pas limité les mandats. Donc, n'ayant pas limité les mandats, il continuait. Il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit logique. La démocratie, c'est ça aussi. On adopte des textes.
on n'est pas obligé de mettre 2 mandats. Mais une fois qu'on a mis 2 mandats, respectons les 2 mandats. Si on ne veut pas faire 2 mandats, on ne met pas les 2 mandats dans le texte. Alors, on va prendre un exemple que vous connaissez bien, la Guinée. Alpha Condé, vous l'avez bien connu à travers l'Internationale socialiste. Oui, même avant. Même avant, opposant de longue date, il fait 1 mandat, 2 mandats, il change la Constitution, il fait un 3e mandat. Résultat, je simplifie évidemment, coup d'État. Donc Alpha Condé, finalement, a sapé sa légitimité en changeant la Constitution, en violant la Constitution à vos yeux? Oui, mais je n'aimerais pas commenter ce qui s'est passé en Guinée, ni dans les autres pays environnants d'ailleurs. On se connaît tous dans la sous-région, on est tous des copains, des potes, des frères, bon, donc je n'aimerais pas faire de commentaires. Mais sur les coups d'État, quand même. Oui, mais... Parce que la CEDEAO condamne, mais finalement ça passe. On fait un coup d'État, on repousse la transition. Mais, ça suffit. Je ne vais pas faire de commentaires sur les commentaires, que fait la CEDEAO. Elle agit bien, suffisamment, là-dessus? Mais elle fait ce qu'elle peut. Vous condamnez quand même ces coups d'État à répétition. Mais bien entendu, mais la CEDEAO fait ce qu'elle peut. Elle peut peu. Quand le président français va au Tchad à la suite de la mort d'Idriss Déby et semble légitimer une transition dynastique, beaucoup y ont vu 2 poids 2 mesures par rapport à ces condamnations assez virulentes des coups d'État au Mali. Vous aussi? Mais je n'avais pas compris même ce que le président faisait au Tchad. Mais bon, ce n'est pas... C'était déplacé. Non, ce n'est pas mon affaire. Et le président français fait ce qu'il veut là-bas. Mais moi, je n'ai pas compris. Je connais N'Djamena, hein, je connais Idriss Déby. Bon, on a discuté longtemps avec N'Djamena. C'est moi qui ai ouvert une ambassade, mais pour des raisons précises. Mais ça, je laisse au président français la liberté de faire ce qu'il a fait là-bas. On a noté, et c'est un sujet de polémique entre la France et la République centrafricaine, mais aussi avec le Mali, l'arrivée des Russes en Afrique. Vous voyez ça comment? Le président Ouattara l'a condamné dans des termes assez fermes. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Après tout, le précaré n'a peut-être plus de raison d'être en 2021. Mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'émeuvent de la présence des Russes. Parce que ce sont aussi des mercenaires accusés d'exaction. Oui, mais les mercenaires, il y en a beaucoup en Afrique. Il y en a beaucoup. Il y a des mercenaires. On a connu Bob Denard. Hein? On a connu Bob Denard qui s'est promené un peu dans toute la partie est de l'Afrique, allant de coup d'État en coup d'État. Bon, c'est une mauvaise chose. Mais les Russes, pour vous, c'est une bonne chose qu'ils... Non, non, non. Je veux dire que si les Russes viennent coopérer avec un État africain, c'est leur droit. Et c'est le droit aussi de ces États africains-là de les appeler dans une coopération qui leur semble profitable pour leur pays. Donc la réaction de la France qui critique, qui menace, pour vous... Oui, mais moi je pense qu'elle est surdimensionnée. Elle est surdimensionnée. C'est-à-dire que, bon, s'il y a des mercenaires, il faut condamner tous les mercenaires. Hein. Or, je vous dis que les mercenaires, même des mercenaires africains, il y en a beaucoup